Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire de Sharon Pryor. Sharon Pryor, qui est une jeune fille de 16 ans qui a été violée, assassinée. Ça a été un cold case pendant 50 ans et seulement cet été, cette histoire a été résolue. On a trouvé le coupable et la famille a pu faire leur deuil. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Notre histoire prend place à Longueuil, dans une banlieue près de Montréal. Sharon Pryor naît le 9 février 1959. Elle est née à Montréal et c'est l'aînée de 4 enfants. Elle a 2 petites sœurs jumelles et un grand frère. Elle a une enfance tout à fait normale, dans une famille tout à fait normale. Elle grandit dans une famille aimante et bienveillante. La famille Pryor sont une famille qui accueille des enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, quand ils accueillent un enfant, ils l'acceptent comme si c'était leur propre enfant et il n'y a aucune différence entre leurs enfants à eux biologiques et les enfants qu'ils adoptent. Et c'est pareil pour les frères et sœurs. Quand ils doivent faire une activité, ils accueillent les autres enfants comme si c'était leurs propres frères et sœurs. Donc Sharon a vraiment le bagage parfait pour débuter sa longue et future vie avec des très belles valeurs. Et c'est comme ça qu'elle devient une petite fille parfaite et une adolescente parfaite. Pas vraiment le genre d'ado rebelle, c'est une bonne grande sœur, elle s'occupe de ses frères et sœurs, elle va à l'école, elle a des amis, elle a même des très bonnes notes à l'école, elle a même également un petit ami. Elle a un petit ami avec lequel elle s'entend très bien. Elle va à l'église tous les dimanches puisque la famille Pryor sont des pratiquants, des religieux qui étaient très communs à l'époque au Québec. Beaucoup de familles étaient catholiques. C'est encore le cas aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'à l'époque. C'est un fait qui n'a pas rapport avec l'histoire, mais elle est très jolie comme fille. Le 29 mars 1975, à Pointe-Saint-Charles, près du fleuve Saint-Laurent, Sharon, âgée de 16 ans, si vous avez bien suivi, passe la journée en famille. C'est la journée de Pâques et rappelez-vous, c'est une famille catholique. Donc Pâques est très important pour eux. Je vais vous décrire un peu la journée du 29 mars. Et pour que vous puissiez comprendre un peu plus la personnalité de Sharon. Autour de 7 heures du matin, Sharon se réveille, elle se prépare et fait son lit et descend à l'étage pour s'occuper de son petit frère Jojo, qui a 11 ans, et de s'occuper de son frère d'accueil, Steven, qui a 4 ans, puisque sa maman Yvonne est partie faire des courses restantes pour préparer la fête de Pâques. Elle s'occupe de ses frères toute la matinée et autour d'1 heure de l'après-midi, elle décide de faire bouillir des œufs pour leur faire décorer des œufs de Pâques. Autour de 15 heures, la mère Yvonne rentre des courses. Sharon et ses frères s'installent sur la table de cuisine pour commencer à peindre les œufs de Pâques, pour ainsi décorer la maison le lendemain. Sharon décore qu'une moitié de ses œufs pour la laisser sécher et pour décorer le reste plus tard. 15h45, Sharon laisse sécher les œufs et part en direction du Leo's Boys and Girls Club, qui est une espèce de club pour enfants, pour adolescents, qui laisse à la disposition diverses activités, qui donne par exemple accès à de la lecture, de la natation, et Sharon fait partie de ce club depuis qu'elle a 6 ans. Et elle va récupérer une veste de ce club. Et pour avoir cette veste, elle a dû vendre des tickets tombola et des effets personnels. Elle demande à sa mère, Yvonne, si elle peut amener le petit Steven avec elle, et Yvonne accepte. Arrivée au club, elle va pour récupérer une veste, mais ils n'en ont pas à sa taille. Donc elle récupère une veste pour sa meilleure amie qui se connaissent depuis tout petite et elle achète une veste pour le petit Steven vu qu'il y avait des tailles pour lui. Et avant de partir, il lui donne un reçu pour venir récupérer un autre jour lorsqu'ils auront en stock une veste à sa taille. Sharon et son petit frère Steven rentrent chez eux
elle continue de peindre ses œufs et elle soupe avec ses frères et sœurs. Et autour de 18h, son amie d'enfance la rejoint chez elle pour que les deux puissent se préparer, puisque ce soir-là, Sharon sort. Je précise, elle ne sort pas dans des clubs ou des bars. Sharon sort et elle va rejoindre des amis de son secondaire dans une pizzeria. Et comme tous les ados, pendant qu'ils se préparent, ils discutent de tout et de rien, des garçons, de la météo, toutes sortes de discussions, puisqu'elle a rendez-vous chez Marius Pizzeria, à environ 5 rues de chez elle. Et avant de partir, elle précise à sa mère qu'elle sera de retour vers 22h. Et son amie propose de venir avec elle, mais elle lui dit que c'est pas si loin que ça, donc elle refuse. Elle traverse la rue, et c'est la dernière fois qu'Yvonne verra sa fille. Autour de 22h, à l'heure où elle avait dit qu'elle allait rentrer, Yvonne est devant la porte, attend sa fille, mais elle n'arrive toujours pas. Et vous savez très bien que les mères, quand vous n'êtes pas rentré, elles ne fermeront jamais l'œil de toute la nuit. Et elle reste devant la porte jusqu'à 22h30, et elle se dit qu'il y a vraiment un truc qui cloche, puisque c'est pas le genre de Sharon d'arriver en retard. Yvonne fait les 100 pas dans l'allée et avec son mari, George, refont le trajet à plusieurs reprises pour voir s'ils ne croisent pas Sharon. Aucune trace de leur petite fille. Vers 22h30, Yvonne décide d'appeler les copines de sa fille pour voir si quelqu'un sait où elle est. Tout le monde va lui répondre la même chose qui va lui glacer le sang. Sharon n'est jamais arrivée à la pizzeria. Ensuite, elle appelle le petit ami de Sharon. Lui non plus n'a aucune idée où elle peut se trouver. Et elle continue à chercher, mais à ce moment-là, elle n'est pas encore trop affolée. Elle ne panique pas encore, mais elle a un mauvais pressentiment. Puisque, comme je l'ai dit, c'est pas le genre à Sharon de faire ça. De pas rentrer à l'heure et surtout ne pas appeler sa mère pour lui dire qu'elle va arriver en retard. Autour d'1h du matin, une des amies de Sharon qui était présente à la pizzeria ce soir-là rappelle Yvonne et lui fait part d'un fait qui s'est passé pas loin de la pizzeria et qui peut faire peur. En gros, elle lui explique qu'elle a entendu parler qu'une jeune femme, qu'elle se serait faite agresser autour, voire même pas loin de la pizzeria. Cette info qui est très inquiétante va faire paniquer Yvonne et elle va se rendre directement au poste de police. Là-bas, elle sera reçue par 2 agents et vous savez très bien ce que vont dire les policiers. Madame, votre fille est sûrement en train de s'amuser à l'extérieur. C'est une adolescente, ne vous inquiétez pas. Pire chose à dire à une mère, vraiment. Les policiers demandent à Yvonne de patienter, mais vu que c'est trop long, ils décident de la faire renvoyer chez elle. Yvonne sait très bien que c'est pas le genre de sa fille de faire ça en fait. Elle rentre chez elle et elle est dépitée et pendant 2 jours, elle va sans cesse rechercher sa fille et elle est tellement désespérée qu'elle a dit plus tard dans une interview qu'elle était tellement désespérée qu'elle levait toutes les couverts des poubelles de la rue pour voir si sa fille n'était pas à l'intérieur. C'est tellement triste. Au bout de 3 jours, Sharon n'est toujours pas rentrée et elle décide d'appeler le révérend de sa paroisse pour lui demander de l'aide. En gros, elle lui demande de l'aider et de l'accompagner jusqu'au poste de police pour qu'il puisse prendre sa déposition. Ils prennent sa déposition avec l'appui de son pasteur et l'enquête pour retrouver Sharon commence enfin. En gros, la moindre des choses, c'est au moins de prendre la déposition de la personne. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la police. Quand c'est un adolescent qui a disparu, c'est sûrement une fugue. Ou quand c'est un adulte qui disparaît, c'est une disparition volontaire. En gros, il faut être un enfant pour qu'on vous cherche. Même là, dans la plupart des cas, ils ont de la difficulté à retrouver. Mais bref, c'est seulement mon avis. Le soir même où ils ont pris la déposition de Yvonne, où la police a bel et bien voulu prendre la déposition, un agriculteur de Longueuil va contacter le poste de police puisqu'il a retrouvé quelque chose d'étrange dans son champ. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est Longueuil, qui est une espèce de banlieue qui est vraiment, mais vraiment proche de Montréal. La police se déplace sur les lieux et la presse aussi. Retenez bien que la presse s'est déplacée au même moment. Et dans son champ, il retrouve un corps d'une jeune fille. Et vous en doutez, le corps qui a été retrouvé, c'est le corps de Sharon.
On ne sait pas encore à ce moment-là de l'histoire, mais ça sera très vite confirmé par les études de la scène de crime et par l'oncle de Sharon qui va plus tard aller identifier son corps à la morgue. Pour vous donner une idée précise de la scène de crime, puisqu'on a à la disposition la photo prise par un photographe de la presse, la scène de crime, c'est assez intense. Sharon est retrouvée dans la neige, elle porte son manteau, ses chaussures et ses chaussettes. Elle n'a ni son pantalon ni sa petite culotte qui seront retrouvées autour d'elle. Et sur elle, ils ont retrouvé le reçu de ticket qu'elle a été chercher pour sa veste quelques heures plus tôt. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu déterminer, les policiers, que c'était Sharon. Son visage ainsi que son corps sont tuméfiés. Elle a été frappée à de nombreuses reprises et le médecin légiste dira que l'agresseur de Sharon portait probablement une bague puisque sur le corps il y a des espèces de traces de bague. En plus de ça, elle a été étranglée, sa poitrine a été piétinée et elle a été abusée sexuellement par son agresseur. Je vous ai dit que la scène de crime était intense et je vous ai également dit que la presse était venue au même moment que les policiers. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à ce moment-là? Ils sont venus prendre des photos de la scène de crime et pour faire la une du journal le lendemain matin. Et un journal qui est diffusé dans toute la région ainsi qu'à Montréal, ce qui fait qu'Yvonne va découvrir la mort de sa fille, même si qu'une voisine a essayé de lui cacher le fait que c'était sa fille sur la couverture, sauf que Yvonne lui a arraché des mains le journal et c'est là qu'elle a découvert la triste nouvelle. C'est une des raisons pourquoi je n'aime pas vraiment les nouvelles, puisqu'ils ont le seul but, c'est de faire du sensationnalisme malgré la tragédie. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est du clic. À l'époque, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est des ventes. Ce qu'ils ne pensent pas, c'est qu'il y a des familles derrière. Et mon but avec ces vidéos, c'est qu'au moins que ça soit vu par des gens et que les histoires ne finissent pas dans l'oubli. Si je parle des histoires qui sont soit un peu connues, soit pas du tout, mon but dans tout ça, c'est uniquement que vous connaissiez ces histoires et que vous puissiez en parler à d'autres gens, partager mes vidéos et que ça soit vu par beaucoup plus de gens. Et que peut-être un jour, des histoires qui ne sont pas résolues puissent être résolues. Alors j'ai pas du tout et je me permettrai jamais d'avoir la prétention de pouvoir résoudre des histoires. Mais qui sait? Bref, fin de la parenthèse, on revient à Sharon. Yvonne n'a pas eu le courage d'aller identifier le corps de sa fille. C'est donc le frère d'Yvonne qui va aller identifier le corps de sa nièce. Et c'est comme ça que l'affaire Sharon Pryor va commencer, ou plutôt l'enquête va commencer. Pour vous donner un peu plus d'idées concernant les matériaux qui ont été retrouvés près du corps de Sharon, traces de pas dans la neige qui a été identifiée, de taille 44, qui peut laisser penser que son agresseur c'était un homme, et une chemise d'homme qui a été retrouvée près d'elle, qui aurait pu servir pour la ligoter, et une trace de pneu assez spécifique. Et avec ce nombre d'indices, la police va rapidement trouver l'agresseur et enfin l'arrêter, si seulement. Et je vous ai pas parlé d'ADN, puisqu'il y en a autour du corps de Sharon, sur elle également. Mais j'ai oublié de préciser, on est en 1975. L'ADN, ça existe, on sait c'est quoi, mais on n'a pas la technologie pour la traiter. Donc, l'ADN sert un peu à rien en fait. On n'est pas du tout en 2023 où, avec l'ADN, on peut retrouver en un claquement de doigts une personne. C'est pas la même époque. Pour en revenir au médecin légiste, il dira que Sharon a été tuée dans le champ et que ça faisait 15 heures qu'elle était la face dans la neige. Et ce qui veut dire que la personne qui la détenait l'a au moins gardée avec lui pour au moins 48 heures. Donc si la police aurait cherché Sharon au moment où Yvonne aurait été pour la première fois au poste de police pour demander qu'on recherche sa fille, probablement qu'il l'aurait retrouvée bien avant. Au niveau de l'enquête, tous les amis de Sharon sont interrogés, beaucoup de témoignages sont recueillis. La jeune femme qui s'est fait agresser non loin de la pizzeria ce soir-là, son interrogatoire va beaucoup intriguer les policiers et son témoignage sera retenu, puisqu'elle dit que le soir de la disparition de Sharon, autour de 19h, alors qu'elle rentrait chez elle,
elle a été agressée par un homme avec un couteau. Il a essayé de s'en prendre à elle physiquement. Elle a réussi à se débattre et des gens sont venus l'aider et l'homme s'est enfui. Elle explique que l'homme parlait anglais. Elle donne une description très précise de l'homme, ce qui permet aux enquêteurs de créer un portrait robot qui sera diffusé à grande échelle. Ils sont persuadés qu'il est lié à l'affaire de Sharon, mais cet homme ne sera jamais retrouvé. Voyant que la piste de l'agression de la rue H ne mène à rien, les enquêteurs décident de changer de stratégie et décident de s'intéresser aux cold cases, des cas non résolus qui se sont déroulés dans la région pour retrouver un rapprochement avec l'affaire de Sharon. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur 2 affaires de jeunes filles qui sont mortes dans des circonstances atroces, pas très loin, âgées de 12 et 14 ans, nommées Norma O'Brien et Debbie Fisher. La différence entre Sharon et les 2 autres filles, c'est que Sharon a été agressée. Les 2 autres, par contre, non. La police donc se lance dans les 2 affaires de O'Brien et Fisher pour trouver un lien avec Sharon et grâce à leur travail acharné, ils réussissent à résoudre ces 2 affaires. Un jeune homme de 18 ans qui avait été surnommé par l'opinion publique le maniaque de la pleine lune, a été arrêté. Il donne énormément de détails sur Norma et Debbie, mais il nie être le meurtrier de Sharon. C'est un énorme coup dur dans l'affaire de Sharon, puisqu'ils étaient persuadés d'avoir trouvé quelque chose. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils retournent à la case départ avec l'histoire de Sharon. Cette fois, il change de stratégie et s'intéresse plutôt à l'entourage de Sharon. Tous ses amis sont interrogés. Ils sont même placés en détention pour pouvoir être interrogés. À un certain moment, il pense détenir une piste plutôt intéressante puisque un des proches de Sharon a un casier judiciaire. Il sera placé en détention et malheureusement, il ne trouve aucune preuve contre lui. Peu à peu, l'enquête s'essouffle. Ils ont exploité tout ce qu'ils pouvaient exploiter et malgré ça, la famille de Sharon ne perd pas espoir. Ils se disent au plus profond d'eux qu'un jour, ils retrouveront le meurtrier et qu'il sera enfin arrêté. Je vous ai peu parlé de la famille de Sharon. Sachez que dans cette histoire, c'est les moteurs. Et c'est grâce à eux et c'est grâce à Yvonne que autant d'interrogatoires sont menés et que les recherches sont aussi déployées. Coup de théâtre, en 2003, un appel anonyme à la police indique qu'un garage aurait très probablement servi à garder en captivité Sharon. La police se rend sur place, des très grosses fouilles sont menées et on pense qu'on a enfin le dénouement de l'affaire Sharon Pryor, sauf que malheureusement, aucun indice, aucune chose est liée à Sharon. Et après cet épisode, l'enquête stagne à nouveau et passe peu à peu en cold case. Le dossier n'est pas fermé, mais il commence à prendre la poussière sur les étagères du poste de police de Longueuil. Alors c'est ce qu'on pense. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans l'ombre, beaucoup de policiers, beaucoup d'enquêteurs sont sur l'affaire de Sharon. Plus de 200 personnes ont été interrogées dans cette affaire. Et en 2020, et grâce à la science, l'enquête redémarre. Et le dossier est dépoussiéré, de nouveau ouvert. Pour vous expliquer, Yvonne Pryor a mis un point d'honneur indiquant qu'elle passera le restant de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Elle sera toujours là pour les recherches pour retrouver le meurtrier de sa fille. Elle se documente énormément sur les nouvelles techniques d'ADN et c'est comme ça qu'elle a découvert la généalogie génétique qui a pu permettre d'identifier le tueur d'une femme aux États-Unis. Alors je dois dire que avant de faire des recherches pour cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était la généalogie génétique. La généalogie, c'est la science qui permet d'étudier la lignée familiale et la génétique, c'est la science qui permet d'étudier l'ADN. C'est bref comme explication, mais vous n'avez pas besoin de savoir plus pour comprendre ce que je vais vous expliquer. La généalogie génétique, c'est la combinaison de ces 2 sciences. Les chercheurs étudient tous les marqueurs de l'ADN pour ainsi remonter les lignées familiales. C'est exactement ce qu'ils font dans l'affaire Sharon Pryor, puisque les policiers de l'époque ont été extrêmement minutieux avec l'ADN, puisque c'était clair pour eux que l'ADN allait probablement, dans les futures décennies, servir à un moment ou à un autre.
Donc ils avaient fait très attention à l'ADN et aux vêtements de Sharon, et son pantalon contient énormément d'ADN. Et deuxième truc assez important qui a permis de résoudre cette enquête, c'est que c'était un homme qui l'a agressé. Alors, petit cours accéléré en génétique, je vous assure, ça va être vraiment intéressant. Alors, installez-vous, c'est parti. En gros, les chromosomes, c'est X et Y. Les femmes portent 2 chromosomes qui viennent du père et de la mère, et les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y. Et le chromosome X vient de la maman et le chromosome Y vient du père. Ce qui veut dire que le chromosome Y dans une famille se passe toujours de père en fils. Et tous les hommes de la même famille ont exactement le même chromosome Y. C'est complètement fou. Si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, ton arrière-arrière-grand-père, eh bien, il y a le même chromosome que toi. C'est complètement fou. Et dans cette histoire, on a eu de la chance dans la malchance, puisque l'agresseur, c'était un homme. Et on peut étudier facilement le chromosome Y, et grâce à ça, on peut remonter facilement dans la lignée. Et grâce à l'étude, les chercheurs ont pu déterminer que l'agresseur venait des États-Unis, qui venait de Virginie, plus précisément de la Virginie occidentale. Et avec ce chromosome Y, ils ont pu remonter à une famille qui était aux États-Unis, la famille Romine. Et coup de théâtre, il y a une seule famille aux États-Unis qui porte ce nom de famille, située en Virginie occidentale. Et cette famille est composée d'une fratrie de 8 enfants, 4 garçons, ce qui veut dire que le meurtrier est l'un des 4. Et sur ces 4 garçons, 2 sont en vie, 2 sont morts. Et grâce à l'aide du FBI, la police de Longueuil a pu tester et avoir l'ADN de ces 2 frères qui sont encore vivants avec l'ADN qui a été retrouvé sur le pantalon de Sharon, et les 2 frères ont accepté de donner leur ADN, mais malheureusement l'ADN des 2 frères ne matche pas à 100%, elle marche à 90%, ce qui veut dire qu'on est dans la bonne lignée, dans la bonne famille, mais c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon ADN. La police donc décide de s'intéresser aux 2 frères qui sont décédés. Et dans le lot des 2 qui sont décédés, il y en a un qui va attirer plus d'attention que l'autre. C'en est un qui a un beau profil. Il a 13 condamnations sur son casier judiciaire, et dans les 13, il y en a beaucoup qui sont de l'abus sur femmes. Le profil qui intéresse les policiers, c'est celui de Franklin Romine. Et les policiers décident de commencer les tests avec lui, et il sera exhumé en mai 2023. Les os de Franklin Romine seront envoyés à un laboratoire au Québec, et le 23 mai, la nouvelle tombe. Franklin Romine, c'est l'agresseur et le tueur de Sharon Pryor. C'est un match à 100%. Il n'y a aucun doute, c'est bel et bien le meurtrier de Sharon, qui est décédé en 1982. Bientôt 50 ans que cette affaire n'avait jamais été résolue. Rendez-vous compte, 49 ans plus tard, rendez-vous compte, cette affaire est enfin résolue. La mère de Sharon, Yvonne, peut enfin commencer à faire son deuil et pouvoir enfin se reposer paisiblement. Elle le mérite. Et la fin de cette histoire et la fin de ce texte, j'ai beaucoup repris les propos du documentaire Ne repose pas en paix, et à la fin on voit le policier qui a pu résoudre cette affaire annoncer à la mère de Sharon et aux 2 sœurs de Sharon qui est le meurtrier, et on voit sur son visage qu'elle est soulagée, et elle dit qu'elle est heureuse qu'il soit mort. Pas par vengeance, puisqu'il ne pourra plus faire de mal à personne. Passons vite à la conclusion. Je voudrais d'abord dire chapeau aux policiers, et surtout un policier en particulier qui a pu résoudre cette affaire, un policier de Longueuil, et surtout lever encore plus haut mon chapeau pour la famille Pryor. Surtout Yvonne qui n'a pas lâché pendant 50 ans, qui a donné corps et âme, qui n'a jamais lâché le morceau pour retrouver le meurtrier de sa fille pendant 50 ans. Chose que j'ai appris dans cette affaire, c'est que l'ADN est utilisable une seule fois. Après, elle n'est plus utilisable. Donc, il faut avoir plusieurs ADN pour pouvoir analyser plusieurs fois. Truc à savoir de plus. Intéressant. Et grâce à l'ADN, si elle est bien entretenue, on peut résoudre des affaires qui sont extrêmement vieux, comme par exemple celui-ci,
50 ans plus tard, bim, résolution d'affaires, c'est incroyable. Et grâce à cette affaire, ça amène énormément d'espoir à toutes les familles qui sont en attente. Et d'ailleurs, ça serait complètement fou des cold cases au Québec, pas juste nécessairement au Québec, mais je parle aussi dans d'autres pays, mais moi plutôt au Québec puisque c'est là que je vis. Ça serait cool que ça soit encore plus utilisé, l'ADN, pour qu'on puisse résoudre des affaires qui datent de plusieurs années. Voilà, c'est ici que la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on se rapproche tranquillement des 2000 abonnés. Alors, continuez de vous abonner. J'aimerais vraiment atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait ma petite récompense, ça serait mon cadeau de fin d'année. Alors, continuez à vous abonner, continuez à partager mes vidéos. Mes vidéos sont de plus en plus recommandées dans la page d'accueil YouTube. Alors merci infiniment. Alors voilà. Alors nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous et à bientôt.